Notre dernier orateur est Frédéric Neff, qui est directeur d'études à la retraite de l'EHESS. Il a conduit de nombreux travaux en sémantique, en métaphysique et en histoire de la philosophie. Parmi ses très nombreuses publications, on peut notamment mentionner quelques-uns de ses ouvrages que vous connaissez sans doute. L'objet quelconque, paru chez Vrin en 1998. Les propriétés des choses, également chez Vrin en 2006. Qu'est-ce que la métaphysique, chez Gallimard en 2005. Et plus récemment, l'Anti-Hume, de la logique des relations à la métaphysique des connexions, publié chez Vrin en 2017. Frédéric Neff est également l'auteur, ou en tout cas a dirigé plusieurs recueils de textes, dont notamment un volume sur les textes clés de la métaphysique contemporaine, en collaboration avec Emmanuel Garcia, un volume qui est paru chez Vrin en 2007. Alors, son exposé s'intitule « Les gonds du temps sont arrachés ». Je mentionne aussi le livre Ontologie chez Vrin, parce que je l'ai fait avec Jan Schmitt. Donc oui, c'est pour mentionner Jan Schmitt. Voilà. Merci. Alors, oui, les gonds du temps sont arrachés. Ça a dû vous paraître peut-être un peu poétique, un peu... non, c'est simplement que j'étais très frappé par la citation dans Hamlet, « The time is out of joint », quand j'ai rédigé ce texte. Et je me suis demandé comment traduire. Et j'ai pensé « les gonds du temps sont arrachés ». Et ensuite, je me suis rendu compte que Bonnefoy, dans sa traduction, avait dit « le temps est hors de ses gonds ». Donc ça m'a encouragé à laisser peut-être... Bon. Alors, la discussion que je vais avoir en grande partie à propos de Kit Fine est sur une partie de son livre, le livre sur le temps et la modalité. C'est très frappant que ce livre, On Time and Modality, reprenne en fait pratiquement les titres des premiers livres de Prior, le livre de 57 sur Time and Modality, etc. Donc, bien entendu, et c'est ça qui est peut-être très intéressant, il y a vraiment un abîme, on peut dire, sur beaucoup de points entre Prior et Kit Fine. Mais dans les deux cas, disons, il y a une recherche d'établir une relation, une proximité entre le temps et la modalité. Cela dit, il faut remarquer que, en fait, Kit Fine laisse ou a produit d'énormes travaux sur les modalités, comme vous le savez, mais pratiquement rien sur la logique du temps et sur ce genre de choses, pour des raisons qui vont probablement apparaître. Alors, le problème qui va être, disons, central dans ce que je vais dire, concerne la connexion entre la réalité et le temps. Et la thèse de Kit Fine, c'est que le réalisme standard, j'expliquerai ce que c'est que le réalisme standard, c'est que le réalisme standard ne capture pas l'essence de la réalité. Et probablement, il pense la même chose de la conception du réalisme par Demet, c'est-à-dire le fait de plus ou moins identifier le réalisme avec la bivalence. Et alors maintenant, je reviens juste un mot sur la logique modale. C'est une logique modale qui n'est pas identique à la métaphysique lewisienne, parce que dans les travaux de Kit Fine, dans ce livre, on ne peut pas comparer le présent avec le monde actuel. On ne peut pas non plus comparer le présentisme temporel avec l'actualisme modal. On ne peut pas. Donc ça, c'est très important. Un parallélisme qui serait trop fort manquerait l'essence de la réalité. C'est un peu ça l'idée, la thèse de Kit Fine. Il y a une comparaison que nous pouvons faire, cependant, entre le fragmentalisme temporel et le réseau des relations entre les mondes. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas, en fait, d'accessibilité entre les fragments. Si on prend les relations entre les mondes, par exemple chez David Lewis,
Ah oui, ça c'est très bête ce que je dis, parce que lui, il essaye de se passer de la relation d'accessibilité. Mais disons qu'il y a des relations entre les mondes, tandis qu'il n'y a pratiquement pas de relation entre les fragments chez Kit Fine, pour des raisons aussi qui vont apparaître. Donc ça, c'est une différence. Soit vous avez, si vous voulez, un ensemble de mondes possibles, avec un monde actuel qui est notre monde, et des relations d'accessibilité, soit vous avez effectivement des mondes qui sont composés de fragments, mais ces fragments n'ont pas de relation, disons, véritablement bien déterminée dans le travail, disons, de Kit Fine. Donc, en fait, il faut bien être conscient de toutes ces différences. Alors, les questions fondamentales de l'ontologie temporelle sont les trois suivantes. Le temps existe-t-il? Deuxièmement, comment le temps est-il en réalité? Et troisièmement, comment se représente-t-on le temps? La deuxième question, comment le temps est-il en réalité, suppose une distinction métaphysique entre être et être en réalité. Par exemple, il est bête, ou alors, en réalité, il est bête. Bon, donc, ça suppose une distinction métaphysique entre être et être en réalité, c'est-à-dire entre un niveau superficiel et un niveau profond de la réalité, le niveau profond étant, à proprement parler, le niveau métaphysique. C'est ce que pense Kit Fine, je dis à plusieurs reprises. Ces questions correspondent à deux manières de penser le temps. Le temps existe-t-il? Ça correspond au réalisme standard. Comment le temps est-il en réalité? Ça correspond à l'antiréalisme et à la possibilité qui sera développée par Fine, le réalisme non standard. Le niveau profond étant le niveau des fragments que l'on distingue du niveau superficiel. Et il faudra voir la différence entre réalisme non standard et antiréalisme. Alors, on discutera la solution de Kit Fine qui consiste à sortir de l'antinomie entre réalisme et antiréalisme par le réalisme non standard. Il ne s'agit plus d'inférer une existence à partir de la réalité supposée ou de faire dépendre une entité de sa représentation. Le réalisme non standard ne suppose pas une réalité globale et superficielle, ni une projection du langage ou de l'esprit qui produit une entité dépendante. Évidemment, vous comprenez que un des dangers de ce genre d'approche, ça peut être le nihilisme. Le fait, effectivement, de se passer d'un très grand nombre, effectivement, de relations et de faire que l'existence n'est pas liée à la dépendance vis-à-vis d'une représentation et que ça ne suppose pas une réalité globale, oui, on est quand même sur une voie qui peut être... Bon. L'admission d'un monde fragmenté conduit en effet à une nouvelle appréhension du réalisme. Il dit, there are between our things are and our things are in reality. Mere versus metaphysic reality. Between our things are in reality simplicitaire and our things are in reality from a certain standpoint. Absolute versus relative reality. And between reality being of a piece and its being fragmented. Each of these concepts of reality will then give rise to its own characteristic species of realism. Cette distinction métaphysique qui est adoptée dans la discussion est évidemment le point central, un des points centraux de la discussion qu'on va mener. Il faut d'abord bien dire une chose, c'est que on ne peut pas identifier l'idéalisme et l'antiréalisme. Les idéalistes, comme par exemple Sprigg, refusent justement d'identifier idéalisme et antiréalisme, et ils ont raison. L'idéalisme temporel n'est pas forcément un antiréalisme au sens de Demet. On ne peut identifier les deux couples, réalisme versus idéalisme et réalisme versus antiréalisme. L'antiréalisme temporel consisterait à refuser l'omniscience temporelle, tandis que l'idéalisme en général défend l'irréalité du temps, ce qui n'est pas la même chose. On ne peut donc accuser systématiquement le réalisme non standard d'être idéaliste.
Le réalisme non standard est réaliste, mais la réalité du réalisme non standard est une réalité métaphysiquement profonde qui va plus profondément que le monisme ou l'atomisme. Plus profondément que le monisme, puisqu'on refuse, on va le voir, qu'il y ait un monde global comment dire, qui recouvre tous les fragments et qui leur donne une unité, donc c'est refus du monisme, et refus de l'atomisme parce qu'on n'identifie pas les fragments à des atomes. Hein. Je ne peux pas développer pourquoi, mais bon. Les fragments ne sont pas des entités atomiques et la somme des fragments ne fait pas une réalité une ou unifiée. L'interprétation et la discussion du fragmentalisme nous engagent à essayer de clarifier ces questions. L'expression réalisme non standard peut sembler être constituée par un simple amalgame lexical. On connaît la logique non standard qui viole le principe de contradiction ou le principe de bivalence au profit d'une pluralité de valeurs de vérité. La logique non standard est proche lexicalement de la logique non classique, qui englobe par exemple la logique modale, sans que les deux soient identiques. On connaît aussi l'analyse non standard en mathématiques. Dans un passage liminaire, Kittfein délivre l'essentiel de sa thèse concernant le réalisme non standard. Alors, je vais peut-être traduire parce que c'est peut-être bon, parce que comme ça je peux résumer vraiment sa pensée et gagner un peu de temps. Alors, il y a deux affirmations ou deux hypothèses sur la réalité qui sont vraiment en cause dans les conceptions tensées et non tensées, disons, auxquelles on a affaire. La première, c'est que la réalité est absolue. Les faits qui constituent la réalité sont ceux qui simplement se réalisent et ils ne se réalisent pas relativement à tel ou tel point de vue. Le second est que la réalité est cohérente. Elle est d'une pièce et elle ne contient pas de faits qui sont incapables d'obtenir de manière en même temps d'un simple point de vue. En mettant en cause chacune de ces assumptions ou de ces hypothèses, donc la réalité est absolue, la réalité est cohérente, on peut adopter une position qui accepte des faits mondains ou tensés, mais qui n'accepte pas un point de vue privilégié à partir desquels on les obtient. Là, c'est parfaitement clair, je crois. La forme de réalisme qui en résulte au sujet des faits mondains, si on peut dire, enfin du monde, et tensé, je l'appelle non standard. Et elle peut prendre deux formes qui dépendent des hypothèses que nous faisons. Ces deux formes, c'est si on a un point de vue disons externe, c'est à ce moment-là un point de vue relatif ou relativiste. Et si c'est effectivement une série de points, ça sera fragmenté et ça sera effectivement le fragmentalisme. Alors, dans ce que je vais discuter, je ne discuterai pas le perspectivisme, le relativisme, je discuterai le fragmentalisme. Parce que ce qui m'intéresse, c'est, disons, ce point de vue assez radical, vous le verrez, de remettre en cause certains modèles et certaines manières de penser à propos du temps. Surtout dans la logique du temps, par exemple. Par exemple, l'axe temporel. L'axe temporel et toute la topologie temporelle. Pensez le temps soit comme une droite, soit comme quelque chose de circulaire, etc. Ce qui me semble intéressant une des choses intéressantes, c'est que on arrête de confondre en fait la topologie du temps avec ce que Kittfein appelle le rapport essentiel du temps à la réalité. Voilà. Alors Kittfein admet en fait deux sortes de réalisme non standard, je l'ai dit. Le premier est perspectiviste et le deuxième est fragmentaliste. Alors, j'ai dit, je m'occupe que du fragmentalisme. Le réalisme non standard fragmentaliste, je l'appellerai fragmentaliste à partir de maintenant, conduit presque immédiatement à aborder la question de la nature et de la réalité du temps d'une manière elle-même non standard, c'est-à-dire en n'adoptant pas les principes de la logique du temps non classique. La logique du temps est non classique, ou même de la cognition temporelle. En effet, la conception standard du temps implique, semble-t-il, une réalité absolue.
Sinon, d'une part, comment définir une topologie et donc une métrique unifiée? Et d'autre part, comment ne pas se contredire de fragment en fragment? Dans un certain sens, le fragmentalisme apparaît donc propre à nous faire adopter un point de vue non réaliste du temps, ou plutôt une vue irréaliste du temps. Il nous semble que tout autant que de l'irréalisme ou plus temporel, il est question ici de l'incohérence du temps. Alors certains vont être choqués par ce terme d'incohérence, mais petit à petit, je pense, peut-être pas les convaincre, mais leur montrer ce que ça veut dire. Et c'est cette double question qu'on discutera ici. Il faut également situer la problématique de l'irréalité dans l'idéalisme. Il s'agit nullement, en effet, d'identifier réalisme non standard et idéalisme, je le répète, car les thèses du premier ne se retrouvent pas obligatoirement dans le second. Ça, c'est une chose importante. Alors, dans ma version qui est trop longue, j'avais des développements sur Bradley, sur Sprigg, tout ça. Bon, mais si cette chose un jour est publiée, vous le trouverez. Il faut distinguer incohérence et irréalité du temps. Le temps est circulaire ou linéaire, continu, dense ou discret. Il est en réalité, je prends l'opérateur de Kittfein, en réalité, ça veut dire un énoncé où on met en réalité, ça veut dire qu'il est, disons, il est par rapport à cette réalité profonde. Il est en réalité cohérent ou incohérent, réel ou irréel. Le en réalité ne veut pas dire qu'il y a une opposition entre, par exemple, la circularité et la cohérence. Le temps serait en réalité cohérent, la cohérence venant à contredire la circularité. Le temps qui correspond à ce qui est, simplement, et ce qui correspond à un temps doté d'une topologie. La topologie temporelle, de ce point de vue, correspond au niveau superficiel, tandis que le niveau profond correspond à l'ontologie temporelle. Y a-t-il du temps? Ou bien le temps n'étant que confusion, contradiction et incohérence, il n'y aurait pas en réalité de temps. On s'attaque ici, enfin ça c'est des thèses qui sont connues dans la physique, même dans pas mal de métaphysique. On s'attaquera ici au problème de l'incohérence plus qu'à celui de l'irréalité, ou plus exactement au problème de l'irréalité à travers celui de l'incohérence. La perspective choisie ici est relativement hétérodoxe, dans la mesure où l'on ne peut identifier tense et time et être en réalité. Donc ici, on est sur un terrain également glissant, mais je laisserai ce problème de côté. Quoique j'ai remarqué pendant ces 2 jours que cette différence time n'a pas été véritablement discutée, il me semble en tout cas. Il existe enfin une troisième manière de prôner l'irréalité du temps ou de la déduire, en montrant le caractère contradictoire des représentations eu égard à des caractéristiques fondamentales du temps. Citons seulement l'indexicalité, le passage et le changement. On ne va pas montrer les liens entre ces 3 caractéristiques fondamentales, bien que par exemple le lien entre passage et changement semble évident. Il suffit de rappeler que la représentation du passage est extrêmement problématique, que le changement est source de paradoxes. Confère dans toute l'histoire de la science et de la philosophie les paradoxes du moment de commencer, quand un procès commence, et du moment du cesser, quand c'est qu'il cesse. La symétrie aristotélicienne entre ces 2 moments, si vous avez lu la physique, il refuse de faire la symétrie entre le cesser et le commencer. Toutes ces choses-là sont, extrêmement importantes parce qu'elles montrent qu'il y a des paradoxes du passage et du changement. Et enfin, que l'indexicalité apparaît comme une caractéristique du tense, mais pas du time, ce qui, en brisant l'unité du temps, porte peut-être atteinte à sa réalité. Le temps peut être irréel, en même temps que les déterminations indexicales peuvent continuer à jouer leur rôle. Le temps indexical, pour ainsi dire, peut être une illusion, et comme toute illusion, se manifester dans la réalité mentale. Le présent dans la série A a ainsi toutes les propriétés d'une illusion, puisque finalement, il n'est que le pivot entre 2 dimensions qui n'existent pas. Il y a probablement là l'amorce d'une preuve de l'irréalité du temps, ce que l'on appelle quelquefois le pseudo-présentisme de McTaggart, qui a été beaucoup discuté justement par les idéalistes. Ce qu'on appelle quelquefois le pseudo-présentisme de McTaggart et qui est une preuve d'irréalité. Il existe bien d'autres arguments en faveur de l'irréalité du temps.
mais nous nous limitons au type d'argument qui joue un rôle dans le texte de Kittfein, The Reality of Time. Bien entendu, ce qui est exprimé en termes d'incohérence ou d'irréalité n'est pas relatif à notre représentation du temps, mais au temps lui-même. Ce n'est pas notre conception du temps qui est éventuellement contradictoire, semble-t-il, c'est le temps lui-même qui nous met au défi de penser sa nature éventuellement contradictoire. Une remarque en passant, avant d'analyser dans le détail, si j'ai le temps, les arguments de Kittfein en faveur du fragmentalisme. C'est en fait le rapprochement que l'on peut faire entre la théorie des fragments ou l'ontologie ou la métaphysique des fragments de Kittfein et la sémantique des situations de Barwise et Perry. Barwise et Perry, il y a bien longtemps déjà, ont construit une sémantique qui, à la différence de la sémantique, disons, russellienne, s'efforce de penser de manière extrêmement détaillée les cours d'événements et les relations de croyances qui portent sur ces événements, etc. Le livre Situations and Attitudes avait fait beaucoup de bruit justement à l'époque. Et en fait, il y a des passages dans le livre de Barwise et Perry dans lequel ils admettent une certaine incohérence entre certains cours d'événements. Et c'est évidemment tout à fait intéressant puisque ça n'annonce pas, parce que c'est tellement différent, mais ça se rapproche de ce que veut Kittfein quand il dit que chacun des fragments est intrinsèquement cohérent. Ainsi, je dis, je ne sais pas, que Paul coupe des fleurs, bon, c'est intrinsèquement cohérent. Mais, par contre, les fragments pris ensemble ne donnent pas quelque chose de cohérent. Et donc, on peut rapprocher ça des textes de Barwise et Perry qui admettent, disons, l'incohérence. Et une incohérence d'ailleurs externe et interne, il y a deux sortes. Ils font quand même une description de ce genre de phénomène. Bon, alors, maintenant, donc, venons-en. J'ai combien de temps ? Oui, idéalement, il faudrait que vous arrêtiez de parler vers 17h45 pour laisser du temps pour les questions. Mais... Bon, d'accord, oui. Oui, en plus, je suis le dernier, donc si j'étais un gentleman, je m'arrêterais un peu plus tôt, non ? C'est comme vous préférez. Alors, je voudrais d'abord dire, en arriver à la démonstration, disons, qui porte d'une part sur les réalités du temps et d'autre part sur le rejet du réalisme temporel. Alors, je commencerai par rappeler des éléments essentiels qui sont liés à la discussion de la réalité du temps, et je commencerai de manière, disons, plus détaillée que dans l'introduction que j'ai faite, sur la structure dialectique de l'argument d'irréalité. Il faut commencer par dresser la liste des conditions sur l'existence temporelle. Quelque chose existe temporellement s'il obéit à des conditions temporelles nécessaires. Il y a 4 conditions temporelles qui sont nécessaires. Le réalisme, ça veut dire il y a des faits temporalisés. La neutralité, il n'y a pas d'orientation des faits temporels. Il n'y a pas d'opération, c'est contraire à l'axe temporel, il n'y a pas d'orientation. Troisièmement, la réalité n'est pas relationnelle, elle est absolue. Et ensuite, la réalité n'est pas contradictoire, il n'y a pas de contradiction entre des faits temporels. Ça, c'est la cohérence. Et ces hypothèses, d'après, et je crois que c'est exact, enfin, ou même ça se trouve chez McTaggart, servent de soubassement à l'argument de McTaggart pour les réalités du temps. Et Kittfein remarque qu'il est étonnant que cet argument ait pour objectif principal de détruire la réalité du temps, alors qu'il ne fait nul usage du concept de réalité.
je crois que d'autres l'ont déjà mentionné, hein, qu'effectivement, il est frappant que McTaggart, finalement, c'est ça qu'il est, hein, dans sa perspective de critique, ou non, enfin, tout ce qu'on veut, et en fait, il n'y a pas de... Bon. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans l'argumentation pour le rejet du réalisme du temps, pour l'argument d'irréalité, parmi ces quatre conditions, réalisme, neutralité, absolutisme et cohérence, on va enlever la cohérence. Parce que les quatre ne peuvent pas marcher ensemble. Alors, peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Les quatre ne marchent pas ensemble, et à ce moment-là, la décision de Kitfayen, c'est d'enlever la cohérence. Alors évidemment, on pourrait discuter, ce serait plus long, mais pourquoi garder le réalisme? Pourquoi garder la neutralité? Pourquoi garder l'absolutisme? On pourrait montrer que si on gardait chacune de ces... si on supprimait chacune de ces trois conditions, ça aurait probablement des conséquences bien plus graves, disons, pour la pensée de ce que c'est que le temps, que d'enlever finalement la condition de cohérence et d'accepter finalement que la réalité soit contradictoire. Ça, c'est un point qui est... je ne sais pas si c'est un point faible, mais c'est un point qui est un tout petit peu ennuyeux, parce qu'effectivement, on a besoin d'enlever la cohérence, mais il n'y a pas de justification, disons, extrêmement précise de ça. On a l'impression qu'il pense que si on enlève la cohérence, bon, finalement, ce n'est pas très grave, parce qu'on admet effectivement le fait que la réalité est contradictoire. Et si la réalité est contradictoire, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une sorte de modèle d'une réalité contradictoire qu'un modèle d'une réalité qui serait, disons, complètement privée de temporalité ou ce genre de choses. Là, il y a quand même un point qui est... Bon. Alors, Kitfayen, donc, accepte le réalisme, la neutralité et l'absolutisme, mais il rejette la cohérence. La raison est que la réalité étant composée de fragments, il n'y a pas de tout. Et donc, il ne peut y avoir de cohérence, qui est en fait un concept inhérent au monisme, pas à la dispersion du fragmentarisme. Ça, c'est la raison qui est donnée. Ça ne contredit pas ce que je viens de dire. Donc, en fait, une chose existe temporellement si elle obéit à des contraintes qui sont les suivantes. Si une réalité est temporalisée, alors il y a une contradiction entre certaines des conditions nécessaires de l'existence temporelle, comme l'absolutisme et la cohérence, d'où le rejet de la cohérence, puisque la relationnalité de la réalité appellerait le relativisme. Si la réalité n'est pas temporalisée, il y a une inconsistance et on rejette dans ce cas-là le réalisme. C'est-à-dire si la réalité est temporalisée, etc., est compatible avec le fragmentalisme. Et 2, si la réalité n'est pas temporalisée, il y a une inconsistance et on rejette dans ce cas le réalisme, est compatible avec l'antiréalisme standard. Comme l'antiréalisme est jugé a priori inadmissible, on accepte le fragmentalisme ou réalisme non standard, mais comme le fragmentalisme est lui-même inadmissible, dans un certain sens, on est bloqué sur l'affirmation, l'antiréalisme est admissible. Donc vous voyez, là on est dans... Il faudrait avoir plus de temps, mais on est effectivement dans un parcours de preuve qui est... que certains esprits appelleraient quand même relativement contradictoire. De la manière la plus brève, l'argument peut s'énoncer ainsi. Si le temps existe, l'existence est contradictoire, mais si le temps existe, le temps n'existe pas et contradictoire. Donc le temps ni n'existe ni n'existe pas. Cette conclusion disant que le temps n'existe ni n'existe pas, c'est quelque chose en fait que l'on trouve chez Bradley. Bradley dit que le temps est une relation. Mais en même temps, il dit que ce n'est pas une relation. Il dit « If time is a relation, and on the other side, it is not a relation. And it is again incapable of being anything beyond a relation. If you take time as a relation between units without duration, then the whole time has no duration, and it is not time at all. But if you give duration to the whole time, then at once the units themselves are found to possess it, and they thus cease to be units. Time is in fact that before and after in one, and without this diversity, it is not time. But
these differences cannot be asserted of the unity. And on the other hand, and failing, that time is helplessly dissolved. Là, voilà, là, je cite ça parce que c'est, disons, intéressant de voir le rapport entre le temps n'existe ni n'existe pas et le fait que le temps est une relation et n'est pas une relation. Alors, selon... oui, donc j'ai... Oui. Le problème central est celui de l'élaboration d'un concept de la réalité. Se demander si le temps est une réalité, et aussi vis-à-vis de quelle réalité le temps se situe-t-il, c'est se demander si la réalité est temporalisée, si cela est impossible sans se prononcer sur l'extension et le contenu de la réalité. Kitfield, dans cette optique, considère les deux faits temporels discordants ou désassortis auxquels nous avons fait allusion un peu plus haut. I am sitting and I am standing. Remarquons que s'il s'agit de deux intrinsèques temporels, puisque si je suis assis puis debout, je reste moi-même à travers ce changement, ce n'est pas sous cet angle, celui de la persistance, et donc de l'identité des continuants, que Kitfield souhaite aborder la question de l'incompatibilité des prédications successives. C'est par le biais de cette réinterprétation des intrinsèques temporels, dans un contexte métaphysique d'élimination d'entités et de relations trop lourdes, que s'illustre le concept de fragmentalisme. En effet, on peut faire correspondre à chacune de ces propositions un fragment topologique. Et on a à ce moment-là une réalité, si vous voulez, avec probablement des frontières pas forcément bien définies. Puis vous avez un fragment, I am sitting, et un fragment, I am standing. Et ces deux fragments sont cohérents. Par contre, la réalité est incohérente, puisque je ne peux pas être à la fois... La réalité est temporalisée dans la mesure où elle comprend au moins un fait temporel. Il n'y a pas une réalité atemporelle sur laquelle se découperaient des profils de faits temporels, le substrat indifférencié pouvant être profond, alors que les profils des faits temporels seraient superficiels. La réalité, telle que je la comprends, est un recollement ou une explosion, une fusion de fragments. C'est en ce sens que la réalité est fragmentée, voire peut-être fragmentaire. Si la réalité appartient à une réalité plus vaste, il appelle ça l'Uber-Realität, qui, soit dit en passant, est tout autre chose que l'univers ou l'ensemble des mondes possibles. La réalité est composée de différents fragments cohérents. Il n'y a pas de contradiction à l'intérieur des fragments. En termes techniques, il n'y a pas de contradiction locale et interne. Tout ceci nous conduit à comprendre la différence entre relativisme et fragmentalisme, tout en gardant présent à l'esprit qu'il existe pour Kitfield deux relativismes. Le relativisme, pour ainsi dire, standard, qui est celui dont nous discutons ici, et le relativisme, pour ainsi dire, non standard, qui, avec le fragmentalisme, est une partie du réalisme non standard. Bref, il y a un relativisme anti-réaliste et un relativisme réaliste non standard. On a vu qu'on s'ouvrait au fragmentalisme tout en étant réservé à l'égard du relativisme, ou plutôt que l'adoption du fragmentalisme signifiait l'oblitération du relativisme pour nous. Le relativisme pose qu'il y a quelque chose derrière les faits eux-mêmes, tandis que dans le fragmentalisme, il n'y a rien derrière les faits eux-mêmes. Les faits s'arrangent d'eux-mêmes en fragments cohérents, et il n'y a rien derrière leur cohérence qui explique pourquoi ils appartiennent à tel fragment plutôt qu'à tel autre. Il n'y a d'ailleurs peut-être pas de faits, ce qui serait cohérent avec leur remarquable absence dans le texte de Kitfield. Il n'y a pas de faits. Il n'y a donc pas de relation de fondation des fragments sur la réalité. Les fragments sont la réalité par morceaux, avec rien dessous et absolument rien derrière. Le réalisme non standard est une relation étrange qui semble évincer les deux autres possibilités génératrices de relations formelles, le réalisme et l'antiréalisme. Et il dit que c'est un espace. Pour une troisième vue, l'antiréalisme et la forme standard de réalisme. Il y a l'antiréalisme, forme standard, ça c'est les deux premières. Et entre les deux, donc, le réalisme non standard, fragmentalisme, ou éventuellement relativisme, on n'en a pas parlé. Bon, alors, je crois que... Vous pouvez conclure. Hein, oui, je peux conclure. Ben, tant pis. La dernière partie sur l'irréalité du temps, qui aurait fait que
Vraiment, c'était une réelle provocation, ne sera pas... Vous pouvez en traiter en 5 minutes, ce serait bien de laisser un peu de temps pour les questions. Non, je conclus. Vous comprenez, en fait, que d'un certain point de vue, l'objectif que l'on se fixe ici, c'est de comprendre et de donner un certain sens aux arguments ou à l'argument sur l'irréalité du temps. Et donc, ce qu'on a dit à propos du réalisme non standard ou ce genre de choses s'inscrit dans cette optique. Alors, tout ceci, donc, nous engage à formuler explicitement le concept métaphysique de réalité, mais visiblement, on risque de s'engager dans un cercle vicieux. S'il faut le concept de réalité dans le réalisme et la neutralité, s'il faut le réalisme et la neutralité, alors le raisonnement risque d'être circulaire. De manière plus générale, des conditions sont nécessaires pour préserver le réalisme et celui-ci est nécessaire pour soutenir leurs conditions. On comprend dès lors les difficultés liées à l'argument de McTaggart. Si effectivement les conditions pour soutenir la preuve doivent recevoir une nouvelle lecture, qui se déplace de constituer à composer par exemple, et si cette nouvelle lecture doit être supportée par les conditions, il y a un cercle vicieux. Kittfein se risque sous une forme dubitative à une affirmation ultime, acceptée par Lewis Carroll, Priest, les logiciens bouddhistes et jaïnistes. La réalité est peut-être irrémédiablement incohérente. Irrémédiably, c'est lui qui dit, irrémédiablement incohérent. Si la réalité est incohérente, elle est certes fragmentaire. On peut aller aussi dans l'autre sens, me semble-t-il. Cette réalité fragmentaire, incohérente, c'est pour lui l'uber-reality, la surréalité. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette réalité qui est au-dessus des fragments qui la composent n'est pas, comme on l'a rappelé à plusieurs reprises, une subsumption des incompatibilités, contradictions entre les fragments, qui peuvent être des intrinsèques temporels contradictoires, comme on l'a vu, comme I am standing et I am sitting. Ou dans la métaphysique d'Aristote, le livre Gamma, le bout de bois est droit et le bout de bois est tordu. Ça, c'est un des premiers exemples de ce genre de choses chez Aristote. Par exemple, pour maintenir la cohérence entre les fragments Socrates is sitting and Socrates is standing, la seule solution est de distinguer Socrate et Socrate assis ou debout. Socrate est le même, disons, dans le fragment 1 et fragment 2, et donc F1, les fragments 1 et le fragment 2 sont compatibles. Et donc la mini-réalité formée par F1 et F2 est cohérente. Kittfein rejette implicitement cette solution platonicienne qui suppose de scinder l'essence et les propriétés, et donc de trahir le réquisite quinien sur la proscription des propriétés essentielles. Comme vous savez, Fein est un quinien. Comme Fein refuse cette possibilité et que par transitivité la réalité est incohérente, il n'y a pas de cohérence entre F1 et F2, entre les deux fragments, qui sont cependant intrinsèquement cohérents, chacun pris à part. Donc là, on retombe sur ce problème. Alors voilà, on arrive à la conclusion. Quelle conclusion tirer de ces remarques Quelle route vers la réalité se dégage? Vers un temps substantiel, vers un temps ponctuel, purement relationnel, irréel parce que contradictoire, contradictoire parce qu'irréel, intrinsèquement incohérent? Serait-il plus coûteux, voire plus extravagant, de supposer la non-existence du temps que l'enchâssement de fragments cohérents mais hétérogènes dans une réalité, en fin de compte, incohérente? Si l'on prend ces questions au sérieux, cela conduit à réexaminer le chemin que nous avons suivi. Le point de départ est l'argument de McTaggart, caractérisé comme un anti-réalisme temporel, et le but poursuivi est de construire une version du réalisme qui mette à bas cet argument. Bon, maintenant, on peut se demander, disons, quelle est la portée de cette stratégie dans le passage du standard, par exemple, au non-standard, dans la prise en compte, d'une certaine manière quand même, de l'antiréalisme, dans des réminiscences de formalisme, mais de formalisme qui n'est plus du tout utilisé. Et on pourrait dire, ce sera la conclusion, que Kittfein, dans un certain sens, combine l'austérité de Quine avec l'imagination de Graham Priest. Merci.